Bonjour à tous, ça doit faire au moins un siècle que je ne suis pas venue, j'exagère. Mais je reviens aujourd'hui pour vous parler de Madame Bovary de Flaubert. Ne partez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Flaubert est un auteur classique dont j'ai toujours eu une image très austère, peu accessible et assez chiante, hein, honnêtement. Notamment après avoir écouté Jean Telet à la Grande Librairie qui disait des horreurs sur Madame Bovary justement, et j'en parlais avec mon prof de français qui m'a dit mais Madame Bovary c'est génial et puis c'est drôle et tout ça. Il en a parlé avec tellement d'enthousiasme que je me suis dit bah c'est bizarre quand même, il m'a donné envie de le lire en fait. Et oui en fait, oui, c'est extrêmement drôle. Et Madame Bovary, vous savez sûrement hein, que c'est un livre sur l'ennui. Je vous lis le résumé. Depuis 150 ans, cette pauvre Emma Bovary souffre et pleure dans 1000 villages et villes de France, parce qu'elle n'arrête pas de déménager en fait. Parce qu'elle ne sait pas vivre, ni aimer, elle rêve ses amours et sa vie. Et cependant, elle est belle, sensuelle, audacieuse. Mais une imagination déréglée, l'exaltation romanesque, un époux médiocre et obtus, l'absurde goût du luxe et des amants méprisables vont l'entraîner dans la ruine et une mort affreuse. Il vous spoil dès la 4e de couverture, notez le... voilà. La maladresse, mais en fait c'est pas très très important, évidemment, c'est un peu comme dans les tragédies. Le titre de l'œuvre condamne déjà le personnage à mort, quoi. Et là, c'est un roman tragique, hein. Il y a vraiment... on retrouve la même notion du destin auquel on ne peut pas échapper, la fatalité du destin. Je crois qu'il y a au moins 10 fois, c'est pas si énorme que ça, mais il y a quand même pas mal de fois le mot fatalité, le même genre de champ lexical qui revient comme ça. Pour diriger cet orchestre des instincts et des sentiments féminins qu'est selon lui Madame Bovary, Flaubert souffre mort et passion, à la fois grand prêtre et martyr de l'art, du style et de la beauté. Mais derrière la perfection du chef-d'œuvre apparaissent la crudité, la violence de l'érotisme, comme dans un roman d'aujourd'hui. Quand il parle de crudité et de violence de l'érotisme, alors effectivement, Flaubert a eu un procès, hein, parce que c'était contre les mœurs à l'époque d'écrire un livre pareil. En vrai, il n'y a pas tant de... c'est pas du tout cru, il n'y a pas tant d'érotisme que ça, hein. C'est surtout... on parle énormément de l'imagination débordante de Madame Bovary, mais il n'y a aucune scène choquante, hein. Voilà. Donc déjà, oui, c'est extrêmement drôle. Il y a genre 3 blagues par page. Et ça m'a donné envie de lire tous les autres... là, je suis en train de lire Bouvard et Pécuchet, tous les autres Flaubert. Parce que moi qui pleure si rarement, ou qui éclate si rarement de rire pour un livre ou pour un film, mais là, j'ai pas pu m'en empêcher, quoi. Il y a des passages vraiment hilarants. Et comme d'habitude, donc j'ai corné, vous voyez, hein, j'ai corné pas mal de pages. Donc je vais vous parler un peu de plusieurs passages pour vous dire ce que j'en ai tiré. Alors déjà, je vais vous lire un truc et essayez de vous imaginer à quoi ça vous fait penser. Un garde-chasse, donc je précise que le mari de Madame Bovary est médecin. Un garde-chasse guéri par monsieur d'une fluxion de poitrine, monsieur c'est Charles Bovary, avait donné à Madame une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener, car elle sortait quelquefois, afin d'être seule un instant et de n'avoir plus sous les yeux l'éternel jardin avec la route poudreuse. Je précise qu'une levrette d'Italie, c'est un chien. Voilà. Elle allait jusqu'à la hêterie de Banneville, près du pavillon abandonné qui fait l'angle du mur, du côté des champs. Il y a dans le saut de loup, parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Elle commençait par regarder tout alentour, pour voir si rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue. Elle retrouvait aux mêmes places la digitale et les ravenelles, les bouquets d'orties entourant les gros cailloux, et les plaques de lichen le long des 3 fenêtres dont les volets toujours clos s'égrenaient de pourriture sur leurs barres de fer rouillées. Sa pensée, sans but d'abord, vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne, jappait après les papillons jaunes, donnait la chasse aux musaraignes en mordillant les coquelicots sur le bord d'une pièce de blé. Puis ses idées peu à peu se fixaient et, assise sur le gazon, qu'elle fouillait à petits coups avec le bout de son ombrelle, Emma se répétait « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Donc, soit je suis obsédée, soit
ce qui est génial avec Flaubert, c'est qu'on peut... Il y a une deuxième, une troisième, quatrième lecture, toujours, qu'on peut faire. Et là, c'est juste génial, quoi. En plus, on ne peut même pas l'accuser d'avoir écrit des choses osées, puisque le sens premier n'est absolument pas choquant. Et il raconte une balade d'un chien avec sa maîtresse. Et on ne peut pas l'attaquer sans qu'il puisse nous répondre, mais c'est vous qui avez l'esprit mal placé. Donc c'est juste génial, ça aussi. J'espère qu'il s'en est servi pour sa défense. Voilà. Donc déjà, vous pouvez vous imaginer, parce qu'il fait ça tout le temps, hein, à quel point ça peut être divertissant, on va dire. Ensuite, ma femme ne s'en occupe guère. Ah oui, il parle de la lecture aussi beaucoup dans... Pas beaucoup, mais mine de rien, Flaubert nous donne souvent sa définition de la littérature dans Madame Bovary. Ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles. Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre à lire. C'est comme moi, répliqua Léon. Quelle meilleure chose en effet que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle. Qui ne rêve pas de ça? N'est-ce pas, dit-elle en fixant sur lui ses grands yeux noirs tout ouverts. On ne songe à rien, continuait-il, les heures passent. On se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qu'ils palpitez sous leur costume. C'est vrai, disait-elle. Vous est-il arrivé parfois, reprit Léon, de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l'exposition tout entière de votre sentiment le plus délié? J'ai éprouvé cela, répondit-elle. Ça, c'est génial, ce qu'il dit, c'est ce que je trouve est génial dans les livres. Et j'adore ce qu'en dit Raphaël Enthoven, il dit on comprend un livre quand on comprend qu'on est compris par lui. C'est ça. Dans les livres, on retrouve souvent nos pensées, des pensées qu'on a eues le matin, et on se dit mais c'est ça, c'est tellement bien dit et tout. Et on a l'impression que le livre nous comprend. Il y a vraiment une communion quoi, avec le lecteur que je trouve génial. C'est pourquoi, dit-il, j'aime surtout les poètes. C'est ça, hein, les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer. Cependant, ils fatiguent à la longue, reprit Emma. Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés comme il y en a dans la nature. Là, on peut bien observer aussi le caractère de Madame Bovary, hein, qui est toujours dans l'action et moins dans... Enfin, qui voudrait être dans l'action et moins peut-être dans les choses plus spirituelles. En effet, observa Leclerc, ces ouvrages ne touchant pas le cœur s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux, parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idée sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Moi, j'adore comme il parle de la littérature, et je vous disais, là, on voit vraiment bien le caractère de Madame Bovary, parce que, en fait, elle rêve de plus... elle veut monter socialement, elle veut plus de distinction, plus de raffinement, mais en fait, elle a une idée de ça qu'elle voudrait atteindre sans le ressentir vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est pour ça que je l'aime pas trop, même si j'ai de la sympathie pour elle. C'est une héroïne que j'aime pas, qui prétend vouloir être plus raffinée, s'approfondir, mais qui en fait ne prête d'attention qu'à la forme des choses, presque. Et c'est pour ça qu'elle est désespérée d'ailleurs de ne rien ressentir. On en parlera plus tard. Autre passage, c'est ainsi, l'un près de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien devisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. J'ai adoré cette phrase parce que ça m'est arrivé avec certaines personnes, et je trouve qu'il le décrit très bien, c'est très frappant, quoi. Voilà. Ils entrèrent dans une de ces conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. C'est tellement précis, c'est tellement bien ça, il a tellement trouvé les mots. C'est Flaubert, quoi. Voilà, c'est génial. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un que, peu importe les sujets dont vous parlez, la seule chose qui semble être présente, c'est la sympathie qui peut naître comme ça entre deux personnes. Voilà. Car ses convictions philosophiques n'empêchaient pas ses admirations artistiques. Le penseur, chez lui, n'étouffait point l'homme sensible. Il savait établir les différences, faire la part de l'imagination et celle du fanatisme. De cette tragédie, par exemple, il blâmait les idées, mais il admirait le style.
Il maudissait la conception, mais il applaudissait à tous les détails et s'exaspérait contre les personnages en s'enthousiasmant de leurs discours. Lorsqu'il lisait les grands morceaux, il était transporté. Mais quand il songeait que les calotins en tiraient davantage pour leur boutique, il était désolé et, dans cette confusion de sentiments où il s'embarrassait, il aurait voulu tout à la fois pouvoir couronner Racine de ses 2 mains et discuter avec lui pendant un bon quart d'heure. Donc là, sous couvert de décrire un personnage, je soupçonne Flaubert d'avoir fortement mis ses opinions dans son livre. Il le fait très rarement et il dit qu'un bon auteur ne doit jamais faire ça, mais mine de rien, on voit qu'il ne peut pas s'empêcher lui-même de le faire. Et là, je pense exactement comme lui. Pareil, il a décrit exactement ce que je pense. De cette tragédie quand il dit, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop que les personnages, en gros, des tragédies classiques, ou des romans classiques, comme La Princesse de Clèves du XVIIe siècle, m'agacent profondément. La Princesse de Clèves, mais quel débile! Cette femme qui... son mari meurt, elle aime quelqu'un d'autre, et elle ne va pas avec ce quelqu'un d'autre, parce qu'elle se sent coupable de la mort de son mari, et du coup, elle va pas vivre sa vie, elle va s'enfermer dans un couvent, elle va être malheureuse jusqu'à la fin de sa vie, qui sera plutôt courte. Tout ça parce que... pour son mari qui est mort, quoi, et qui est mort en plus de la voir malheureuse. Et elle reste quand même malheureuse. Enfin, voilà. Ces personnages tragiques m'énervent profondément, je les trouve toujours débiles. Mais, comme il dit, il blâmait les idées, mais il admirait le style. Je blâme les idées du théâtre classique, enfin, de la période classique. Mais évidemment, le style est magnifique, et c'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de lire, enfin, très très vite, quoi, Madame de Lafayette. J'étais en haleine parce que c'est magnifique. Il maudissait la conception, mais il applaudissait à tous les détails et s'exaspérait contre les personnages en s'enthousiasmant de leurs discours. Voilà. J'admire la rhétorique des tragédies de Racine, par exemple, mais je les trouve débiles. Bérénice, enfin non, plutôt Titus dans Bérénice, mais il est débile, quoi. Enfin voilà. Ensuite, il reste 3 passages dont je voulais parler. À un moment, Flaubert écrit « Ce n'était pas de l'attachement en parlant de Madame Bovary, c'était comme une séduction permanente. Il la subjuguait, elle en avait presque peur. » Cette phrase-là, « Ce n'était pas de l'attachement, c'était comme une séduction permanente », ça décrit très bien Madame Bovary. Je ne crois pas qu'elle ait aimé un seul des hommes, donc parmi les 3 hommes de sa vie, je crois pas qu'elle en ait véritablement aimé aucun, en fait. C'est une séductrice permanente, mais elle ne s'attache qu'à la forme des choses et du coup, en fait, elle n'en a aimé aucun véritablement. Il la subjuguait, elle en avait presque peur, ça a résonné en moi de manière personnelle en fait. Mais du coup, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, j'ai trouvé que ça permettait d'aider à comprendre le caractère de Madame Bovary. Et un autre moment, Flaubert parle, en faisant parler Madame Bovary, des souillures du mariage et de la désillusion de l'adultère. Ça aussi, ça permet de bien comprendre Madame Bovary, parce que, normalement, on associerait plutôt le mot souillure à l'adultère et la désillusion au mariage. Sauf que Madame Bovary considère que le comble du raffinement, c'est l'adultère, c'est l'aventure, c'est l'érotisme, c'est l'amour. Donc on comprend qu'elle soit désillusionnée de l'adultère, puisque ce n'est pas si magnifique que ça, et qu'elle considère le mariage comme une souillure parce que pour elle c'est l'ennui, et elle le savait très bien dès le départ que le mariage c'était l'ennui, voilà. Et enfin, 2 autres passages. Il y a toujours, après la mort de quelqu'un, comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à croire. Toujours très très bien dit. Moi, après la mort de quelqu'un, ça m'a toujours fait ça. Une stupéfaction qui se dégage tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à croire. Parce qu'en fait, on sait qu'on va mourir, on sait que certains sont morts, mais on ne le croit pas. Parce qu'on a toujours l'image en tête de la personne qu'on a aimée ou qu'on n'a pas forcément aimée mais qu'on connaissait. Et on ne peut pas croire qu'on va mourir puisque là on est vivant, on ne comprend pas ce que c'est.
Et voilà, les mots encore sont très très bien choisis. Vous voyez la précision de vocabulaire de Flaubert. Je vais arrêter d'en parler parce que je dirais que des banalités, mais voilà. Il se posait en face d'elle pour mieux la voir, et il se perdait en cette contemplation qui n'était plus douloureuse à force d'être profonde. Ça, c'est une phrase qu'il écrit quand Charles regarde sa femme, donc Madame Bovary, qui est morte, en fait. Qui n'était plus douloureuse, cette contemplation qui n'était plus douloureuse à force d'être profonde. Ça aussi, c'est génial. C'est-à-dire que il nous enseigne ici une leçon, c'est que la beauté ou la profondeur peut être supérieure à la douleur. C'est ce que nous enseigne la musique aussi, que la tristesse peut être plus belle que douloureuse. Enfin voilà, tout ça pour dire que Madame Bovary est un livre drôle, riche, plein de réflexions, plein de... riche quoi, c'est vraiment le mot qui pourrait le définir, précis, c'est Flaubert. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en morale du coup de cette aventure, les classiques, c'est des livres comme les autres. Faut vraiment pas s'en faire une montagne, se dire que c'est forcément chiant, que c'est vieillot, tout ça. Ça a été écrit à une certaine époque, enfin des gens l'ont lu, ça peut être juste génial quoi. Et voilà, faut pas trop se faire une montagne des livres qu'on nous montre parfois comme qu'on nous présente parfois comme ennuyeux, comme difficile, parce que non quoi, c'est du français, ce sont des histoires passionnantes et ça peut être très moderne en fait, parce que les pensées c'est là qu'on se rend compte que si la technologie avance, les humains, eux, ne progressent pas, enfin progressent individuellement mais pas collectivement, parce que les idées sont les mêmes à toutes les époques, les bonnes idées sont les mêmes à toutes les époques. C'est-à-dire que ça m'a frappé quand j'ai lu Erasme. Erasme, c'est un humanisme du XVIe siècle. Et en fait, il est extrêmement moderne. J'ai lu L'éloge de la folie. Il est extrêmement moderne dans son discours, dans son sens de l'humour. Il est même parfois un petit peu féministe. Enfin voilà, c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus riche et divertissant surtout que ce qu'on pourrait croire. Donc je vous encourage à lire des classiques. Je vais m'y mettre moi aussi. Et lisez Madame Bovary. Bisous. Ah, et mettez-moi en commentaire les classiques dont vous faisiez une montagne et qui vous ont finalement plu au final. Voilà, ça m'intéresse. Prochaine vidéo sûrement, ce sera peut-être sur le thème de la bizarrerie et de l'étrangeté, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment définir une limite à partir de laquelle on considère quelque chose, quelqu'un comme étrange. Est-ce que ça a vraiment un sens d'utiliser ce mot-là, qui m'a été suggéré par un abonné et je remercie pour cette suggestion. Bisous.